l'océan Atlantique. Le deuxième océan le plus grand du monde. 82 400 000 m². C'est 16% de la surface totale de la Terre. Nous, notre départ, se ferait du port de Pornichet. Pour rejoindre les Canaries à la voile depuis les côtes françaises, il faut d'abord traverser le redoutable golfe de Gascogne. Direction la pointe de l'Espagne. 500 milles nautiques, environ 5 jours en mer. Ensuite, nous longeons les côtes jusqu'aux Canaries, pour une traversée totale de plus de 15 jours. 1500 milles nautiques, 2778 km en haute mer. Et si l'on rêvait déjà de plus loin, jusqu'aux Caraïbes, ce serait 3000 milles de plus, 20 à 25 jours supplémentaires à défier l'océan. L'Atlantique Nord est une mer redoutée, immense, imprévisible, dangereuse. Se lancer au cœur de cette étendue infinie, c'est accepter de prendre de gros risques. Le golfe de Gascogne, lui, est une épreuve en soi, une légende pour les marins, forgée par des siècles de récits. Ici, les vents hurlent depuis le nord-ouest, descendant de la mer du Nord et des côtes britanniques. De plus, le golfe est parcouru par des vagues parmi les plus grandes de l'Atlantique. Ses profondeurs abritent des canyons, des remontées brutales entre les plaines abyssales et notre plateau continental. Ce relief sous-marin chaotique façonne des vagues explosives atteignant parfois 6 à 8 mètres de haut. Je vous passe les détails de l'imposant trafic. Des milliers d'immenses cargos foncent à 5 fois notre vitesse, incapables de ralentir ni de se détourner, nous voyant à peine sur l'eau. Je vous épargnerai aussi les histoires des 100 000 conteneurs perdus en mer chaque année, dérivant entre deux eaux, prêts à briser notre bateau. Espérons également que les interminables quarts de nuit ne nous auront pas trop fatigués, afin de ne pas commettre trop d'erreurs. Parce que si quelque chose tournait mal, on est seul. Et pourtant, la haute mer a toujours fasciné les plus grands aventuriers. De Christophe Colomb en 1492 à Alfred Johnson en 1876, premier homme à relier la Nouvelle-Écosse au Pays de Galles et donc à traverser un océan en solitaire. En 1952, Anne Davidson, première femme à réaliser une transatlantique à la voile en solitaire sur un bateau de seulement 7 mètres. Florence Artaud en 1990, première femme à remporter la route du Rhône. En 1991, Isabelle Autissier devient la première femme à faire le tour du monde en solitaire en compétition. Jeanne Socrate, 77 ans, devient la femme la plus âgée à boucler un tour du monde. Ces femmes incroyables ont brisé les barrières et nous ont ouvert la voie. Et même si notre aventure n'a rien de comparable à leurs exploits, nous avons pu être inspirés, nous former, tenter. Et jamais je n'aurais pensé faire partie de ces navigatrices qui parcourraient cet océan. Nous avions fixé notre départ au 4 septembre. Mais à la fin de l'été, la réalité nous a rattrapés. Nous n'étions pas prêtes du tout. Mathilde a réussi à rénover son Feeling 920 de 1984, presque entièrement seule. Avant le grand départ, il restait encore pas mal de petites finitions à faire, mais aussi 2 grosses missions, dont la remise en état du safran. Après plusieurs semaines de travail acharné à le restaurer, il fallait maintenant le remettre en place. Mais une question persistait. Avec toutes ces nouvelles couches de résine et de fibres, allait-il encore passer? Ah ouais, alors c'est là-haut parce que... oui, c'est là-haut. Ça va marcher. Oh la vache, incroyable. Ah putain, c'est une bête de fou furieux. Et la deuxième grosse mission, Anti-fouling. C'est parti. Mets ton masque, s'il te plaît. Merci. C'est un peu stressant cette étape, non? Moi je pense qu'il y a eu plus stressant. Ah ouais, c'est cool. Ah voilà. C'est parti. le truc avec l'anti-fouling, c'est qu'il faut respecter un timing précis.
il doit être appliqué entre 24 heures et 5 à 7 jours avant la mise à l'eau. Autrement dit, c'est vraiment un truc de dernière minute. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut appliquer 2 couches tout en respectant des conditions de température et d'humidité optimales. Les grosses missions finies, on peut mettre la bête à l'eau. Pour Mathilde, c'était l'accomplissement de nombreux mois de travail. Le stress, le doute, la fatigue. Toute cette énergie, cet investissement, enfin récompensé. Et moi, j'étais en train de voir ma pote réaliser un de ses plus grands rêves. Mais ça serait pas le capitaine le plus sexy du port, ça? Excusez-moi, monsieur, dame, mais quand même, hein? Ah, oh, je suis émotionnée. Oh, putain. Ah, c'est bon, il est à l'eau, là. Vous imaginez, vous? Quelqu'un capable de réaliser ses rêves? Quelqu'un qui s'en est vraiment donné les moyens? Et Mathilde, c'est ça. Par contre, direct, je me suis sentie trop bien sur le bateau. Eh ben ça, c'est des bonnes vibes, ça. Ça, c'est que c'est bon, ça. Ah, yes. Alors, madame? Heureuse. heureuse. Je réalise pas trop, mais bon, le bateau est là, il flotte. Et puis c'est là-bas, c'est tout droit. Hein. Bon allez, petite pause présentation. Avec Mathilde, on s'est rencontrés en formation de voile il y a maintenant 8 ans. Et je l'ai toujours connue comme ça. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va tout faire pour l'obtenir. Elle fait de la voile depuis toute petite. Et elle s'était dit, un jour, j'aurai un bateau et je vivrai dessus sur une île. Moi, c'est Clara. J'ai grandi au milieu de la jungle guyanaise. Le goût de l'aventure doit venir de ces sessions de wake, faites au milieu des piranhas. J'ai commencé la voile beaucoup plus tard. Et à cette époque, ce que j'aimais dans la voile, c'était surtout ça. Et un peu ça aussi. Je voulais qu'on me foute la paix et avoir un boulot qui laisse libre cours à qui j'étais. Une extravertie qui a besoin d'espace et d'aventure. Donc le projet de Mathilde m'a tout de suite parlé. On se rejoint bien sur ces projets complètement fous. Surtout que je rêvais d'une opportunité comme celle-là pour étancher ma nouvelle passion, la réalisation. Les internautes ne vous connaissent pas, madame. Vous êtes qui? La préparatrice. Ah, carrément. Hein? C'est quand même un peu ça. C'est Alice Bigot, ingénieure en composite et navigatrice, notamment sur les courses de Mini 650. Elle prépare d'ailleurs la Transat en solitaire pour 2027. C'est grand temps. Je fais double sécu, moi. Ah là 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 là, Canalis, là là. Avant le départ, il restait l'installation des voiles. On décolle de Cordemais, direction le port de Pornichet, d'où nous ferons notre grand départ pour les Canaries. Allez, Ratafia. Bon, bah, on se retrouve de l'autre côté. Marée haute. 17h30, tu m'as dit. On est en retard. On va être tout seul en pleine mer. Partir pour les Canaries. Che c'est bon? Allons cool, hein. On a envie d'aller là. On a oublié d'enlever le scotch sur le speedo. Ça y est, après des mois en cale sèche, on va pouvoir renaviguer enfin sur Ratafia. C'est la musique qu'on a oublié. Ah là là. Mais bon, en bateau, on n'est jamais tranquille bien longtemps. Ah, on a ramassé tout neuf.
qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a une petite fuite d'eau au niveau du moteur. Mais si ça paraît, c'est bon. La durite dans laquelle passait l'eau de mer pour refroidir le moteur a cassé. Du coup, toute l'eau de mer pompée était recrachée dans le bateau. Avec Mathilde, on commençait à causer du grand départ et la pression commençait à se faire sentir. On commençait à réaliser ce qui nous attendait. Au vu du froid d'hier, j'ai décidé de troquer le bob pour mon super bonnet monstre. Bon, la croisière c'est super, c'est magnifique, mais il y a quand même toujours un truc, c'est qu'après il faut tout emmener au bateau. Ça ne serait pas pour les Ajax, ça? Ah, comment elle va la dame? Donc t'as dit faut pas les serrer à but en écolier. Ouais. Après ça dépend parce que chacun a sa... Bah c'est ça. Bah moi il m'a dit tu mets du gaz, tu lèves la petite truc, tu peux mater, tu lâches, tu laisses un peu de gaz quand tu chauffes et après tu te mets pour mort. Je suis excitée. Toutes mes affaires sont prêtes. Mais elle passe par où? Elle fait en marche. Ah, toi, marche arrière. Ça te fait là? Sans problème. Ouais, ça passe de mon côté. Derrière j'ai pas mal de ça. C'est bon? Ouais, l'avant est passé. Parfait. On va faire l'essence déjà. Bye bye feeling. Ciao! Allez! Là c'est parti là! Oh là là. C'est génial! Oui, oui, je sais. Ouais, je sais qu'on est parti là. C'est chaud de faire une mini vérif moteur et on prend pas l'eau. Ouais. Allez les championnes! Cette fois-ci, vous êtes parti. Cette fois-ci on est parti. Voilà, ça marche, Sarah, on peut les Écoute, manger pour un bout de temps. Hein. Allez, bonne sieste, hein. il en loupe pas une. Qu'est-ce que... Bonne sieste. Salut les filles! Bon voyage! On fait les femmes au fond. C'est les femmes au moins! Bien sûr. Après tous ces mois de préparation pour Mathilde, c'était l'heure du grand départ. Direction les Canaries.
passer là, au milieu de ces trucs. On passe 150. Vers l'avant, ça... Fabuleuse bateau, t'as entendu le petit bateau? Coucou la famille, ça y est, on est parti. Pornichet derrière, on s'est fait un petit resto speedy avec les parents de Mathilde, Aurélien, Marine. On a le bidou plein et là c'est parti. Ouais, et quand on va... On n'est pas ici pour avoir froid. Donc voilà, il n'y a rien que histoire d'être... Ouais, il fait froid, madame? Ah, il fait un peu froid, ouais. Et il n'est pas 18 h encore. Ouais. Tu prends quelle piste de ski? Parti sur une bonne piste noire là, mon gars. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Si tout se passe bien, 15 jours en mer que toutes les deux, au milieu de l'océan Atlantique. Première chose à manger, il y a le cake qui est tout fait. C'est hyper bien. Les premières heures en bateau sont importantes. C'est la phase où l'on s'amarine. 6-2. Tu peux nous laisser le temps de profiter là? On va arriver tout de suite. Oh la vache. Il va vite le bateau là. C'est hyper clair, hyper précis. Globalement, je descends en dessous de 3 nœuds. C'est chiant. Là, on est à 6 nœuds. Bah, ça double le trajet, quoi. Ouais, c'est ça. Tout simplement, là, on est à 6 nœuds. 3 nœuds, ça double. Bon, est-ce que tout tient bien là-dedans? Le mal de mer est causé par un conflit sensoriel entre ce que voient tes yeux, ce que perçoit ton oreille interne et les sensations de ton corps. Je dois avoir l'oreille interne flinguée, parce que je n'ai jamais été malade en bateau. Si j'arrive à passer les 5 premières heures, c'est que ça va le faire. Mathilde y est très sujet. J'avoue que j'avais oublié d'ailleurs à quel point. La nuit tombe. On ne s'attendait vraiment pas à vivre une telle nuit. Avant d'être plongé dans le noir,
On a pris un premier riz. Une rafale soudaine a couché le bateau, le faisant accélérer d'un coup. Le genre de risée qui n'annonce rien de bon. On a compris qu'il fallait agir vite. Un deuxième riz, un troisième, puis on a fini par affaler entièrement la grand voile. Il fallait garder le contrôle. De nuit, on perd tous ses repères. On ne voit plus rien, et on sent tout. La houle s'est levée, les vagues déferlaient et explosaient contre la coque. On dévalait les vagues à plus de 7 nœuds. Dans ces conditions, chaque erreur peut être fatale. Une perte de contrôle, un empannage violent, et c'est la grand voile qui casse. De nuit, tout est 2 fois plus compliqué. Et la nuit dure 12 heures. Mieux vaut que rien ne lâche. Quand c'est la tempête, il n'y a pas grand-chose à faire, à part s'agripper à la barre et tenir bon. Seul sur le pont, dans le noir, je prenais conscience de la puissance des éléments. J'étais gelée, tétanisée, et mon cerveau imaginait le pire dans ce que je ne voyais pas. Mais le pire restait encore à venir. Avec la houle, impossible pour Mathilde de fixer l'horizon pendant ses quarts. Très vite, elle s'est mise à vomir. À l'intérieur, dormir était impensable. Le bateau résonnait comme une caisse de tambour, chaque bruit donnant l'impression qu'il allait se briser. Et puis il y avait Mathilde. Elle vomissait par-dessus bord. C'était horrible, mais paradoxalement rassurant. Si je l'entendais, c'est qu'elle était encore là. Jusqu'au moment où, plus rien. Après des heures à l'entendre vomir, silence total. J'ai bondi dehors. Elle tenait toujours la barre, vacillante. Quand elle a repris son souffle, elle m'a expliqué que, depuis l'enfance, les douleurs causées par les vomissements la faisaient facilement perdre connaissance. Elle venait de s'évanouir, seule, à la barre, en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment cru que tout allait s'arrêter. Et puis, enfin, le jour s'est levé. Épuisé, on sortait de l'enfer. La nuit blanche la plus éprouvante de ma vie, et sûrement la plus douloureuse pour Mathilde. Mais on n'avait rien cassé, et on faisait toujours cap vers les Canaries. Cette première journée est d'un calme absolu. Le vent est tombé, la houle s'est écrasée. On avance au moteur à une moyenne de 3 nœuds. On tente de connecter le Starlink pour capter du Wi-Fi et consulter la météo. Petit rappel, en haute mer, aucun réseau, rien. Juste l'océan et nous. La journée se résume à dormir et manger. Objectif, reprendre des forces avant la prochaine nuit. Avant, je n'avais qu'un seul grand amour. C'était Poupoule. Maintenant, j'en ai un deuxième. La pilote automatique. Et lui, il pourrait faire partie du podium s'il voulait bien marcher aussi. Le soleil est une bénédiction. On en profite autant que possible. Allez, Elon, wesh. Elon, tu me déçois là. Tous ces satellites pour ça, sans déconner. Franchement, j'ai remis mes convictions en question 1 million de fois pour savoir si j'allais prendre cette putain d'antenne. Tout ça pour qu'elle fonctionne pas, ça a mon foutage de gueule. Dans quelques heures, la deuxième nuit commence. À l'horizon, des nuages noirs menaçants nous encerclent. Le vent se lève, on coupe le moteur et renvoie les voiles. Cette fois, on file à 6 nœuds. Le calme avant la nuit. Dès que la lumière décline, l'ambiance change. Comme si, mentalement, tout bascule. On se prépare, on se concentre. Chaque nuit est unique, mais toutes sont flippantes. Le quart de Mathilde, 22h minuit, commençait dans 40 minutes. Pour l'instant, tout est calme. Mais on décida quand même de mettre un riz pour la nuit. Et la deuxième nuit commence. Pénible. Vraiment pénible. Le vent n'a cessé de tomber, puis de remonter brusquement. Merci, le golfe de Gascogne. Ok, bah il faut qu'on lance, il faut qu'on lance. Rien en panne, rien en panne. Toute la nuit, on a enchaîné les manœuvres. Enlever les riz, hisser la grand voile, remettre les riz. Et pour être honnête, on n'était pas très au point là-dessus. À chaque fois, une immense galère. Je crois qu'au début, on avait du mal à accepter la vitesse. On prenait des riz trop tôt, avec pas tant de vent. Et le temps qu'on les installe, le vent retombait. Résultat, des manœuvres compliquées et épuisantes. Mais de nuit, tout semble plus rapide, plus violent. Ouais, nous on fait pas virer, hein. Ah bah, ah bah, ah bah, ah bah. Ça va, mais sans rien, on a rien dans le temps.
choqué la drisse de grand voile, j'ai eu le privilège immense de me prendre la bombe en pleine poire. Le palin venait de se décrocher. Attends, meuf, la GV s'est décrochée, il n'y a plus de palin à la GV. Et tout ça en slalomant à travers des nuages remplis d'éclairs. Des éclairs gigantesques, de ceux qui illuminent d'un coup tout l'horizon, alors qu'on était plongé dans l'obscurité totale. Au début de la nuit, on s'est même détourné plusieurs fois, par peur. À la fin, plus un souffle de vent. On avançait au moteur et on tentait d'échapper aux éclairs à peine 3 nœuds. Sur mon quart, de 4h à 6h, j'ai passé 2 heures les yeux rivés sur le ciel, à traquer ces éclairs, à essayer de comprendre s'ils s'éloignaient ou s'ils fonçaient sur nous, tout en surveillant les cargos autour pour éviter toute collision. Délivrance. Enfin, la lumière du jour. En croisière, c'est 12 heures de nuit épuisante pour 12 heures de journée royale. 48 heures en mer, ça c'est fait, 2 nuits, 8 mamoum. Allez là. Combien de milles il dit? Il a fait 223 000. C'est pas mal. On avance. Hyper bien. Au fil du temps, on apprend à apprécier chaque instant, même les plus durs, comme s'ils étaient le prix à payer pour les instants plus doux. Ou peut-être est-ce l'inverse. Ce sont ces galères qui nous ont appris à savourer le reste. Être ici et maintenant. Profiter de chaque instant, car tu ne sais pas de quoi va être fait le quart d'heure d'après. La journée démarrait hyper bien. Première toilette depuis le départ, quelques lingettes, un brossage de dents. Rien d'exceptionnel, mais ça change tout. Et pour accompagner ça, un petit chili con carne sur ma meilleure playlist. Le matin ne rit plus avec chagrin. Merci Henri. Encore hein. Mais qu'est-ce que des putains de petits oiseaux ils font? Ce serait trop mignon qu'ils restent avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous parce que où veux-tu qu'il aille? Comment on l'appelle? Bah Poupou. En croisière, tout devient vite un événement. Même la visite inattendue de 2 tout petits oiseaux à 400 km de la Terre. Oh, c'est de deux. Probablement des pouillots vélos ou fitis. On voulait des dauphins, mais rien du tout. En route vers l'Afrique, ils s'égarent parfois au-dessus de l'Atlantique, poussés par les tempêtes. Peut-être avaient-ils juste besoin d'une pause, le temps de se réorienter et de souffler. Là, j'attendais tranquillement la nuit, en me demandant à quoi elle ressemblerait. La journée avait été parfaite, de celle qui recharge bien les batteries, avant une nuit orageuse. Un coucher de soleil magnifique, le vent qui tombe. Ce moment où la brise thermique du jour rencontre celle de la nuit. En bateau, la patience est une vertu. La 3e nuit était la plus calme. Pétole total, pas un souffle de vent. On avançait au moteur, enfin un peu de répit. Comme la veille, ces éclairs étranges nous entouraient. Toute la nuit, le ciel s'illuminait sans un bruit. Des éclairs éclataient à l'intérieur des nuages, éclairant l'horizon comme en plein jour, mais sans jamais laisser entendre le moindre tonnerre. Après recherche, j'ai compris qu'on avait assisté à des nuits d'éclairs intra-nuageux. Piégés dans la masse orageuse, ces éclairs apparaissent quand les nuages sont fortement chargés. En mer, le spectacle est surréaliste. Leur lumière se diffuse partout, donnant l'impression d'être encerclé par la tempête. Et pourtant, impossible de savoir si l'orage se rapproche ou s'éloigne. Dans ces moments-là, le temps semble suspendu. On ne peut rien faire d'autre que de surveiller le ciel, scruter l'horizon, espérer que le mât n'attire pas la foudre et attendre que la nuit passe. Mais cette fois, on fonçait droit vers les nuages, sans se dérouter, sans peur. Comme quoi, on s'habitue à tout. À un moment, j'ai traversé un immense nuage, très haut dans le ciel, lourd de tension électrique.
Je voyais les éclairs au-dessus de ma tête. Et peut-être que c'était la fatigue, mais je suis persuadée d'avoir vu physiquement l'électricité statique. Des paillettes, des étincelles minuscules. Une sensation de picotement au bout des doigts. J'ai eu l'impression de franchir une porte. C'était mystique. Le golfe de Gascogne a vraiment ses mystères. L'énergie qui t'entoure en haute mer est grisante. On a traversé plus de la moitié du golfe de Gascogne. De gros nuages chargés de pluie nous guettent, encerclant le bateau. Troisième nuit, check. Bonjour, et on est samedi. On va bientôt passer les 300 000. Ça fait donc 65 heures qu'on navigue. On hésitait à faire un stop à Corona, là, à la pointe de l'Espagne. Et en fait, on est chaud patate. On va continuer. Et du coup, on va faire plutôt un stop à Madère, qui est juste, je crois, à 2 jours, à 200 000 des Canaries, là, de Fuerte. Ça veut dire, par contre, du coup, qu'au lieu de pouvoir mettre pied à terre, genre demain, ce serait plutôt la semaine prochaine, quoi. Petit tour du bateau et état des lieux de l'équipage. Voilà, je vous présente Simbad, qui est le pilote auto, qui complètement en a marre, c'est lui qui fait. Il fait hyper bien. On avance au moteur, grand voile complètement affalé pour éviter qu'elle claque. 300 000. Oui. Vers midi, pendant que je dormais, le vent est remonté. Mathilde, en solo, a réussi à envoyer la grand voile et prendre un riz. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous expliquer cette histoire de riz. Prendre un riz ou hariser la grand voile permet de réduire sa surface pour mieux gérer un vent fort et éviter de trop gîter. On avançait enfin à une bonne moyenne de 6 nœuds. L'invité d'honneur du jour, une baleine. Après quelques recherches, je pense qu'il s'agit d'un rorqual commun. Avec ses 20 mètres de long, c'est le deuxième plus grand mammifère de la planète, juste après la baleine bleue. J'ai hésité avec le petit rorqual, plus modeste, avec ses 6 à 9 mètres, déjà la taille de notre bateau. Mais son comportement plus joueur, ponctué de sauts spectaculaires, ne collait pas avec ce qu'on avait observé. Ce qui m'a surtout convaincu, c'est le souffle. Le petit rorqual souffle peu, voire pas du tout. Le rorqual commun, lui, envoie un jet puissant, audible et visible à plusieurs mètres. En moins d'1 minute 30, on a vu 4 grands souffles montant haut, visibles et parfaitement audibles. Après le cachalot, pas pour du Nutella. En pleine mer, quelqu'un doit toujours être sur le pont pour assurer ce qu'on appelle la veille. Même si le pilote automatique maintient le cap, le vent change constamment d'orientation et d'intensité, obligeant à ajuster les voiles. Sans oublier les autres bateaux. Si l'un d'eux croise notre route, il faut réagir. C'est ce qu'on appelle être en quart. On avait choisi des quarts de 2 heures, surtout la nuit, mais comme on dormait très peu, on continuait souvent en journée. On se retrouvait principalement au repas. Pour filmer un maximum, j'ai dû sacrifier quelques siestes. Mathilde, elle, luttait contre le mal de mer et récupérait dès qu'elle pouvait. Hyper pratique cette perche.
cela que l'on voit un peu moins sa bobine. Mais heureusement, on a quand même partagé plein de moments magiques ensemble. Les dauphins venaient nous faire coucou, et à chaque déhanché, ils réapparaissaient. Un plan d'eau ultra plat, un bateau gîté à fond, 6 nœuds au compteur, ciel bleu, une Red Bull pastèque à la main. Capitaine. Un coucher de soleil sublime et la soirée continue sur un best-of des meilleurs Disney. Au fond de toi d'avoir raison. Monter le sang du loup qui meurt d'amour. Tu peins en mille couleurs, vert du vent. Putain, c'est où? La loutre et le héron sont mes amis. Une ronde à la vie. Oh là là. Les créatures de la nature ont besoin d'être pures et qu'importe la couleur de leur peau. Et alors, ça en vaut le coup? Putain, ça en vaut la peine. Putain, ils avaient raison. Tous ceux qui ont dit, tu verras, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça vaut une nuit entière à vomir et à croire mourir. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Difficile de mettre des mots sur cette sensation unique. Chanter à tue-tête les musiques de notre enfance en plein milieu de l'océan. 2 meufs badass, chacune en train de réaliser son rêve. Parce que oui, faire ce documentaire, c'est l'un des miens. Ça va être à toi. Pas de pression, il n'y a rien. Ça fait chier qu'il n'y ait pas de vent. « 6h, 8h, dernier quart. Le plus froid. On ne pense qu'à une chose, que ce gros soleil se lève. La nuit a été d'un calme absolu. Un minuscule croissant de lune, à peine visible, une obscurité totale. Parfait pour profiter d'un ciel étoilé, à couper le souffle. Bon, j'ai quand même eu mon moment de panique. J'ai réveillé Mathilde en gueulant, persuadée qu'un cargo surgi de nulle part allait nous foncer droit dessus. En réalité, c'était juste ce minuscule quart de lune caché derrière les nuages, posé sur l'horizon. Faisons un petit point. Nous nous apprêtons à passer le Cap Finistère.
nous sommes face à un truc qui est quand même pas des moindres. Cette histoire de DST. Dispositif de séparation des trafics. Voilà. Comment ça va, capitaine? Bah ça va. Après des heures et des heures et des heures de réflexion sur où est-ce qu'on allait passer ce putain de cap Finistère, entre passer au large ou passer proche de la côte. Je crois qu'on s'est enfin décidé et on va prendre l'option passer près de la côte. Avantage, on va pas trop normalement traverser un énorme bordel de cargo. Mais à la fois peut-être que c'est blindé de pêcheurs sur cette côte, on ne sait pas. Ensuite, avantage peut-être qu'on va capter le réseau, donc on va pouvoir nous-mêmes choper de la météo et avoir des max d'infos. Désavantage, bah, c'est la côte égale danger. Et les putains d'orques qui peuvent potentiellement venir nous croquer un bout de safran. Mais le safran est quand même en carbone, donc je les attends les choux là. La toilette est faite. Grande toilette, chaussettes. Le corps est propre. On est prête pour 4 jours sans douche. Première douche, ouais, la première douche au bout de 4 jours. Moi je dirais toilette intime tous les 2 jours et tous les 4 jours douche. Ouais. Hein? Comme expliqué précédemment, on approchait du cap Finistère et on avait choisi de passer entre le DST et la côte. Sauf que la nuit tombait et se rapprocher de la côte de nuit, ce n'est pas l'idéal. On pourrait croire que le large est plus dangereux, mais c'est tout l'inverse. Les vrais dangers sont près des côtes. Beaucoup de trafic, des zones de pêche et en septembre 2024, un gros problème d'orques qui attaquaient les voiliers et brisaient leur safran. Un bateau sur 4 y passait. On s'apprêtait donc à slalomer entre les pêcheurs tout en espérant garder notre safran intact. En début de soirée, on a croisé quelques dauphins. Sur le coup, on a flippé. On venait tout juste de parler d'orques. Ça fait gros dauphin. Ah, c'est quoi, c'est un dauphin? Oh, oh là là. Ok. Oh là là. Hyper beau dauphin. Oh, vous nous avez fait peur. Eh, j'ai eu un petit coup de... Ben, Avant la nuit, on a reçu un message d'Aurélien via notre téléphone satellite. Il nous annonçait que les jours à venir allaient être musclés. Plus de 35 nœuds de vent, des alizés portugaises allaient nous botter les fesses. Quitte à longer la côte, autant s'arrêter dans un port et attendre que ça passe. Décision prise, on affronterait les pêcheurs cette nuit et on viserait le port du Mouchia. Arriver de nuit dans un port inconnu, c'est toujours un plaisir. bonjour en mer, y'a quoi? Y'a quoi? Ça n'a pas loupé. On a dû carrément abandonner nos cars et naviguer à deux une bonne partie de la nuit. Trop de pêcheurs, trop de trajectoires à gérer en même temps. On avait activé une alarme sur l'AIS pour détecter les routes de collision. Sauf qu'elle sonnait en continu. On était toujours en route de collision avec un pêcheur. Au bout d'un moment, on a fini par la désactiver. Une nuit stressante, mais après 5 jours en mer, on allait enfin poser pied à terre. Eh bien, nous sommes arrivés en Espagne. On est au port du Mouchia. C'est un X, mais bon. Vendu les Espagnols. Il est... quelle heure? Il est 5h40. On a passé une nuit d'enfer extraordinaire à slalomer entre les péchous. Mais survécu. Regardez-moi ça.
rapport avec des gens. Et ça a l'air d'être très mimi cracra. Voilà, voilà. 108 heures et 116 000. Je vais voir ce qu'il fait. Il est hyper chaud le père. On se branchera demain, non? Et nous, on a traversé le golfe de Gascogne. Après cette pause bienvenue à la découverte du port de Mouchia, on met le cap sur les Canaries. Cette fois, plus de halte possible. Bon bah ça y est, c'est l'heure de la rentrée des classes. Regardez-moi ce temps magnifique. Pour l'instant c'est mer d'huile. J'espère que Gérard est chaud. Dernier petit déj à tabler. Avant qu'on se fasse brasser pendant chaque petit déj. Cola Family, on part à l'aurore. Comme a dit Elisabeth Swann, c'est l'aurore. Le vent est très très calme. Trop calme. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Dernière vraie toilette à la capitainerie avant le grand départ, fixé à 9h30. Merci Boucha, c'était hyper bien. Et la mer nous attend. Cette fois, cap sur les Canaries, sans escale. 8 à 12 jours en mer face aux alizés portugais qui s'annoncent musclés. Même si le plus gros du vent était passé, on savait que les alizés portugais avaient laissé une mer démontée, avec encore 15 à 25 nœuds de vent minimum. Sur les 3 premières heures, 0 vent. On avançait au moteur à peine 3 nœuds. Bon ça y est, on est parti. Ciao amo, ciao. Puis, d'un coup, le vent est monté. Coincé par le DST, on était obligé de longer la côte, ce qui nous faisait naviguer dans la zone d'attaque des orques. On était donc ravis d'avancer maintenant à plus de 6 nœuds, même si ça nous demandait de vite reprendre le rythme. Déjà en mitouflé à 12h30 là. Putain, on est pas sorti de la berge hein. Bon, il y a 8 hein. On va y aller hein. On se relayait à la barre, 1 heure chacune. L'après-midi, le vent est complètement retombé. Il fallait réagir. Pas question d'attendre là que les orques viennent défoncer notre safran. Le gros sac que Mathilde traîne contient un spi. Le spinnaker, c'est une voile en tissu très fin et fragile, conçue pour les allures portantes quand le vent vient de l'arrière. Est-ce que tu peux hisser le tambon là rouge? Ouais. Top. Il demande de la technique, pas toujours simple à installer et à manœuvrer. Moi, depuis l'arrière, je ne voyais rien. Mais ce putain n'annonçait rien de bon. Restons patients. J'ai passé la drisse de spi dans la
spi avec la drisse de la petite voile là. Donc j'ai fait passer là-haut dans le mauvais endroit. Je peux pas mettre le spi. Putain, mais quelle bouffonne! Putain, fais chier quoi! Sérieux, je trouve ça. Mathilde s'agace vite, mais elle abandonne rarement. Après s'être posée 2 minutes, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas fait d'erreur et put reprendre l'installation. L'offre un peu. Et là-bas. Et là, c'est le drame. Le sac du spi s'envole et finit à l'eau. Voilà. Ça fait chier qu'on ait lâché le sac. Ça peut me rendre tellement énervé ça. Wouh! Il marche là! Dans du vent faible, cette voile nous permet de doubler notre vitesse. Après 1 heure d'installation, on peut enfin souffler. On file maintenant à 7 nœuds. Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc qui ressemble à du soleil. Avant la tombée de la nuit, il a fallu affaler le spi. Une nouvelle manœuvre et un vrai plaisir. Ok, on est à la limite là. Ok, commence à le faire descendre un peu. Alors, je chope la Vas-y, drisse. drisse. On va empaler, drisse. J'ai ouvert. Voilà, je suis tout de droite. Ok. Ouais, je suis en train. Bien fait d'avoir mis au clair tout à l'heure là. Ok, c'est bon. À droite les coudes. L'écoute, elle est lâchée. À gauche les coudes. C'est bon. Un régal. On était soucieuse de savoir comment cette première nuit allait se dérouler. Allait-elle être aussi éprouvante que la première, effrayante, violente? Les éléments allaient-ils se déchaîner? Et Mathilde, vomissant ou s'évanouissant à la barre? Presque. Mais non, ce ne fut pas aussi terrible. Et comme toutes les nuits en mer, toujours interminable. La lune, nouvellement présente, éclairait nos nuits et nous offrait un peu de repères. On gagnait en assurance sur nos manœuvres, le vent soufflait fort et la houle s'invitait à son tour. On ne la voyait pas, mais on la sentait. Quelque chose se préparait.
Ok, on a fini la première journée de la deuxième partie. Le Starlink fonctionne. Dans la première partie de cette aventure, il n'a pas fonctionné. Mathilde, elle a de l'énergie le matin. Je sais pas comment elle fait parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. On est allé hyper vite. On a fait 100 000 en 17h15. On a passé la nuit à 6-7 nœuds. C'est chouette, hein, les Canaries arrivent vite. Mais pourtant là au large, ça démonte. Hein. La houla sa mère. Mais je trouve que toujours, putain, les premières nuits... Après la première nuit de la partie 2 est quand même mieux que la nuit 1 de la partie 1. Hein. Là, c'était quand même beaucoup moins fort. Par contre, on trace, mais on trace. Plus vite, 17 km/h. Ouais, on va hyper vite. Mais du coup, ouais, c'est dur parce qu'on va très vite et ça bouge beaucoup. Anilou! Je vais vous filmer, Mathilde, elle a prévu de tomber à l'eau. Donc voilà, je vous le filme. Mets tes bottes vers toi là. Ah. Ça va. Une manie de mettre la tête dans ses chaussettes, cette meuf, c'est un truc de ouf quand même. Ah yes! Ça c'est un kiff. Bah pas pour moi. Ah ouais? Je veux dire, ça sent quoi. Des dessins animés japonais. Là, ça m'emmène dans un autre monde. Je suis en train de rentrer dans un film Miyazaki. On va essayer de transmettre ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Vous êtes complètement seul au milieu de la mer. Un bateau qui file entre 6 et 7 nœuds. Je me demande qu'ils vont déplacer comme si on était un bouchon. Descendait du ciel. Faire à manger quand la houle commence à se former, c'est toujours une épreuve. Et on était encore loin de la houle des prochains jours. Tu mets plus de pâtes ou pas? Un petit peu. C'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est pas putain. Qu'est-ce que t'as vu, Mathilde? Un putain de calamar qui s'est foutu dans notre bateau et qui est venu mourir sur le pont. C'est horrible. Mais il a sauté? Je sais pas, mais c'est-à-dire qu'on va plus en prendre en pleine gueule. Alors je peux dire que tu m'aurais entendu gueuler. Même si les nuits étaient rudes, les journées étaient magiques. Depuis notre sortie du Golfe, en descendant vers le sud le long du Portugal, les températures devenaient nettement plus douces. Plus on avançait, plus l'air se réchauffait, rendant la navigation encore plus agréable. On filait à toute allure, au point même de rattraper les alizés, ce coup de vent qu'on avait laissé passer. À mesure qu'on s'en approchait, le vent et la houle se renforçaient. 200 000, 33h49. On se fait secouer comme des pruneaux. Et putain, on avance. Mais on se fait un peu secouer. Qu'est-ce qui se passe, madame? Ah. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
21h02 du jeudi. Ça fait 35h50 qu'on est en mer. On a parcouru 215 000 nautiques. On a mis 2 riz. Le génois est un peu roulé. Alors on espère que la nuit va être cool. Les premiers quarts étant les plus durs. Les derniers les plus froids. Mais passer les premiers, après ça va. Temps de s'habituer à l'obscurité et aux pertes de repères. Comment vous le sentez cette nuit, madame? Alors déjà, moi j'ai sorti la verse de Copette, c'est vraiment ma veste de quand c'est la cata. Mais je le sens bien, là c'est en train de se calmer un peu. Le bateau ne ralentit pas du tout. On va pas dormir, c'est sûr, mais maintenant on va peut-être se reposer un peu. Bon, hop. Comme entre les cargos, un virement, 2 virements, 3 virements. Oh, on peut avancer tranquille vers les Canaries ou comment ça se passe? Je l'avoue, je faisais une grosse fixette sur les cargos. Du coup, je multipliais les manœuvres pour être bien sûr de les éviter. Puis les couses là, ils avancent à 2 à l'heure, là nous on avance limite aussi vite que les cargos maintenant. De plus, cette nuit-là, on est sorti de nos cartes téléchargées du GPS. Donc l'AIS, qui positionne les bateaux autour de nous, n'a cessé de planter. Un coup, un cargo fonçait droit sur nous, et la seconde d'après, il était derrière nous. À chaque fois, je me prenais un coup d'adrénaline. Sans l'AIS, on fonctionne avec un système de feux, vert à tribord, rouge à bâbord. En fonction de la position du bateau et des feux visibles, tu peux avoir une vague idée de la direction de l'autre bateau. Cette grosse guirlande, c'est un immense bateau de croisière. Vous remarquerez qu'au vu de toute leur lumière, on ne voit ni rouge ni vert. D'où l'intérêt d'avoir l'AIS pour avoir plus de précision. Dans la deuxième partie de la nuit, la houle est sévèrement montée. Dans le noir, impossible de vraiment s'en rendre compte. Mais au réveil, on a compris dans quelle galère on s'était embarqué. Les hostilités étaient lancées. Combien de temps allions-nous pouvoir tenir dans ces conditions? Quand j'ai pris mon dernier quart, de 8h à 10h, j'étais à moitié endormi. Difficile de barrer dans cet état. J'aurais pu laisser la barre au pilote auto, mais il me faisait trop peur. À chaque gros départ au lof, il mettait un temps fou à remettre le bateau dans l'axe. Bien trop stressant. J'étais épuisée par la nuit et loin d'être prête pour les 2 heures de rodéo qui m'attendaient. Il m'a fallu un long moment pour émerger. Après avoir englouti quelques madeleines, j'ai eu envie de m'amuser un peu. J'ai commencé à surfer les vagues pour tenter de grosses accélérations. Et j'ai réussi à passer de 6 à quasiment 10 nœuds en surfant une grosse vague. J'étais trop fière. Voilà, ça faut ça faire, voilà. Elle viendra, Maurice. C'est rigolo quand on la fait voir. Pour le petit déjeuner, j'ai remis le pilote auto. Avec Mathilde, on a débriefé nos quarts flippants de la nuit. Elle m'a raconté qu'à un moment, la barre s'est coincée à cause du stick. Elle l'a réalisé en dévalant une vague, alors que le pilote auto ne réagissait plus. Pour débloquer le tout, elle a dû arracher le pilote, qui a failli l'assommer et finir à l'eau. Pendant le petit-déj, la mer était particulièrement impressionnante. Sur un bateau de 9,20 m, chaque vague se fait sentir. Alors, c'est quoi ton moment préféré de cette nuit? J'ai tout ça sur la gueule. Voilà une belle démonstration de départ au lof. Le bateau grimpe brusquement vers le vent, nous plaçant en travers des vagues. Dans cette situation, danger assuré si la barre n'est pas redressée immédiatement. Et parfois, le pilote mettait une éternité à réagir.
se repose et on barre. On se repose et on barre. Les géants de la terre, ils se baignent. Des baguettes. On se repose et on barre. 12 jours qu'on n'a pas fait de toilette et qu'on s'est pas brossé les dents. À un moment, ça a calmé et en fait. Par mois. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Joyeux anniversaire, Lucas. Festival de l'océan. Joyeux anniversaire. Appelle-moi Rasta Enquête. Vraiment, une journée de dingue. Et c'était pas fini. On n'était pas les seuls à vouloir surfer les vagues de l'Atlantique. On a eu le droit à 10 minutes d'un spectacle somptueux. Avec l'impression qu'en réponse à notre fatigue, la nature nous avait envoyé un peu de magie pour nous rebooster. C'était clairement ma journée préférée. Intense, brutale, inoubliable. On a rarement l'occasion de ressentir autant les éléments qui nous entourent. Je considère vraiment ça comme un privilège. Dans quelle position je vais me mettre pour filmer là? Il est 20h05. Qu'est-ce qu'on a vu? Des dauphins! Wouh! C'est la première fois depuis cette nuit et je sais pas combien de jours en mer qu'on voit des dauphins. Des vrais qui courent autour du bateau. Ce fut incroyable. Avec ce petit coucher de soleil là. Incroyable. Ça fait la journée en 2 secondes, tu vois les dauphins, ça y est, t'as mis la merde. Regardez comment elle est agrippée. Moi, je dis,
Ça déferle, il y a du vent, le bateau il fait des piquets de l'espace. Au milieu de la mer, ça nous arrive un truc avant qu'on nous retrouve. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est dur aussi. Tellement c'est dur. Et maintenant j'ai envie de vomir. Voilà, putain. Putain, pourquoi je suis là? Moi je suis pas une fan de volleyball là. Mais tu sais faire du volley? Non. Mais je vais y mettre. Oh la vache, regarde pas derrière toi. Et Clara, Ouais. on a qu'à faire vache qui rit, ton ketchup. On a qu'à dire que chacune fait son expérience de son côté. Vache qui rit, ton Alors, ketchup. les boîtes de- Eh ben dis donc, ça bouge de fou, le bateau il part comme ça. Très flippant. RAS. Ouais, Samoni. Il y a des moments où tu te prends des claques, Ouais. ça accélère et tu... Mais ça me dit, Je sais que t'as pas mis ton gilet à l'intérieur. Il est juste là, posé, toujours accroché. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me connecter au satellite. C'est mort. Putain, le gars il a envoyé je sais pas combien de satellites, on va me dire que là il n'y en a pas un qu'il faut tuer de se connecter au Starlink, sérieusement. La mer, Mathilde, la mer, les voiles, la mer. Et Mathilde, et vous l'avez compris, ça va durer comme ça encore un petit moment. À la rigueur, je peux alterner avec Clara, mais on est majoritairement sur quelque chose d'assez... ça va? Non, Un petit peu fatigué, non? j'en ai marre. Oui. Ça s'arrête. Ouais, puis on fait trop de calculs. Moi j'avais aimé les maths et là d'un coup ça devient mon truc quoi. Alors, il reste 770. Nous allons, si nous continuons, à une moyenne de 6 nœuds. Si je divise ce chiffre par 6, cela me donne un nombre d'heures que je divise par 24, qui me donne un nombre de jours. Et là, tu tombes sur un chiffre très sympathique. Donc t'es là en pleine nuit avec des heures qui ressemblent à des journées. Et là, on a une petite problématique, c'est qu'on a perdu un nœud, voire deux. On rajoute un jour, voire deux. Voilà. Et on est fatigué et on se dit merde. On a pris vraiment cher là pendant 2 jours. On s'est vraiment plein la gueule de houle et de vent et ça nous a un peu calmé quoi. C'est dur de dormir, c'est dur de vivre quoi. Finalement, c'est dur. On dirait pas là comme ça parce qu'il fait beau et on est en maillot allongé. Ah moi je suis pas du tout en maillot, hein. Moi je me caille le cul. Moi j'ai réussi à bronzer un peu aujourd'hui, c'était chouette. Ça c'est vrai. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Non mais c'est magique, c'est beau, c'est magique, mais c'est dur. Vraiment c'est dur. Voilà, tout le monde le dit c'est dur. Peut-être que non, les gens ne disent peut-être pas assez que c'est dur finalement. On va peut-être le dire plus. Il y a des journées plus intenses que d'autres. Après 3 jours de houle, enfin un peu de répit. Le coup de vent était passé. On en profite pour souffler, car on sait maintenant que le calme ne dure jamais longtemps. Mais cherchez les chips. Interdit qu'on... Alors, on papote, on écoute des podcasts un peu glauques, bref, on profite d'un peu de calme. On lui arrache des morceaux de peau un peu partout, notamment les tétons. Dans cet espace, On a la même folie dans les yeux, Poupoule.
po, po, po. C'est beau, hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, comme ça. Et on a bien fait d'en profiter. Sans le savoir, on était à la veille d'épreuves bien plus rudes. On croyait le plus dur derrière nous, mais la dernière ligne droite vers les Canaries allait nous mettre à l'épreuve. Tout a commencé par la nuit la plus folle du voyage. On avance à 6 nœuds, cap 190, direction Fuerteventura. Il reste 400 000 hein, quand même, hein, mais bon, on approche. Sur un bord direct là, ça fait plaisir. On a la lune avec nous, il n'y a pas trop de cargo, c'est le feu. Cette nuit-là, j'étais surexcitée. On fonçait droit sur les Canaries, et pour la première fois, il ne faisait pas froid. Vous n'imaginez pas à quel point ça change tout. Bon, il fallait quand même rester vigilant, assurer la veille, éviter de s'endormir. J'étais tellement de bonne humeur que je me suis mise en quête d'une blague à faire à Mathilde. Résultat, notre plus gros fou rire du voyage. Là, en pleine nuit, à 6 h du matin. Bon, sur le moment, j'avais surtout l'air d'une psychopathe à lui éclairer la tronche comme ça. Ah, j'espérais que t'aies peur. T'as eu un peu peur. Les étoiles t'attendent, ma fille. Et si. Oh là là là, c'est dur. Ah puis j'étais dans un rêve là. C'était bien comme rêve? Ah non, c'était étrange. Ah bah voilà, mieux que je te réveille alors. Ah oui, oh là là, oh là là. J'ai envie de vomir en plus, putain, ça me passe pas, t'as envie de vomir. Je me suis faufilée vraiment le plus doucement possible de toute ma vie. Je suis à l'écoute quand même. Non, mais je voulais trop réussir mon truc. Ça fait genre une demi-heure que j'y pensais, j'étais là. Ah, je vais réussir peut-être à m'approcher assez près. Oh putain, elle va rentrer cette botte. Elle va mettre 1000 ans à foutre une botte, non? Putain. Oh merde, hein. Putain de nuit là. Ça me coule sur l'haricot cette affaire. Bah écoute, moi il fait pas froid, alors du coup ça change toute mon humeur. Hein. Moi ça va hyper bien. Je vois ça, putain. La gestuelle est vraiment bien. On dirait un spectacle de claquettes. Ah mais non. Oh tu le fais hyper bien. Vas-y, je suis sûre que t'en as fait. Non. Oh, Putain. Ça c'est pas. Oh cette rigolade. Allez. Tu vas dormir. Tu vas dormir et puis tu fermes ta gueule. Oh putain de merde. Ah bah on se rigole sur le bateau. Il est 6 h du matin, c'est la meilleure barre de toute la croisière. Ah oula. Ça y est, le soleil essaie de se lever. C'est la fin de la nuit, dernier quart, 8h17. Le soleil qui va durer 4 heures et qu'on va sortir que vers midi. Le 5e jour commençait, 95 heures de navigation derrière nous et encore 370 000 nautiques avant d'atteindre les Canaries. Sur le papier, une journée parfaite se profilait. On avançait à plus de 5 nœuds, il faisait bon, tout était paisible. Non mais la taille, bordel. Petite pâte au chorizo, Sur les Antilles, de secouer
Douche courageuse pour Mathilde, en plein vent. Complètement starvé. Oh putain, c'est le kiff! Ah oui, mon petit système là, mon petit bouchon percé pour pouvoir passer le tuyau et tout. Putain, c'est le kiff! Elle est starvée, j'adore. Et lui, il y a une espèce de petite pompe en fait dans la douche. Ouais, c'est petit poubélec. Clara, faut que tu te douches! Non, C'est trop bon! pas envie. J'ai froid. Je le ferai pas. Oh putain! Et l'eau est gelée. J'ai froid. Ah, mais quand il fait froid dehors, on s'en fout. Oh, la vie est belle! La vie est belle quand on peut se doucher au milieu de l'Atlantique. Oh, Je me suis trouvé un petit coin tranquille, tout à l'avant. Baude, tu peux venir tout à l'avant du bateau. Personne ne t'embête si tu baudes. Bon, je baude pas, c'est parce que c'est joli. Qu'est-ce que j'ai aimé filmer cette aventure. Se transcender pour un projet comme celui-là, ça met tellement de choses en mouvement. Hors de sa zone de confort, l'esprit finit par se calmer. Il trie, il éclaire l'essentiel. Petit à petit, tout devient plus clair. Ce genre d'expérience m'aide à remettre du sens. Une journée qui aurait pu être parfaite. Mais je vous l'ai dit, en voilier, le calme ne dure jamais très longtemps. Mathilde dormait à l'intérieur. Moi, j'étais dehors, musique dans les oreilles, à savourer l'instant. Tout était incroyable. Quand, tout à coup, quelque chose venait de casser. On vient de casser la drisse de la GV. Même si on vient, c'est un peu trop direct. Elle a cassé. ouais, une drisse neuve quand même, que j'avais changée juste avant de partir. Et là, la meuf, elle a carrément décidé de péter. Voilà. Important, tranquille, on avance, journée de ouf. Moi, j'ai pris une douche, j'étais contente. Putain, la drisse de la GV qui pète sa mère, quoi. C'est un peu la merde. Là, moi, je suis en train d'essayer de réfléchir à... Là, on va boire un coca parce que... Parce qu'on n'est pas des bêtes. Merci. Heureusement qu'on a plein de chips. Une drisse, c'est la corde qui permet de hisser une voile en haut du mât. Sans elle, impossible d'utiliser la voile. Et sans grand voile, il ne nous restait plus que la voile d'avant pour avancer. Moins de puissance, moins de vitesse. Ce qui voulait dire plus de jours en mer. Mais surtout, la grand voile stabilise le bateau. Avec elle, on subit moins la houle. Elle freine le roulis, limite le balancement. Et là, on venait de la perdre. Mais on se laisse pas abattre. On se remonte le moral avec la BO de Spirit. Vive Bryan Adams. Comme la rivière, je suis fière et libre comme l'air. Seul maître de mes frontières. Jamais je ne jamais je n'abandonnerai, non. Défendrai ma vie. Oh, mais cet accent vaut rien, quoi. Oh là là. Comment c'est arrivé? Il va falloir me l'expliquer. Ne jugez pas, vous ne me connaissez pas. Défendrai ma vie. J'en ai plein le dos. J'en ai plein le cul. Si tu veux tenter ta chance, rentre dans la danse. J'en ai plein le dos. J'ai pris mon lavage.
Nuit plutôt chill. Même si la nuit s'est bien passée, j'ai eu des sensations étranges. J'ai trouvé l'écart interminable. Il faisait très humide et vraiment froid. Je n'ai jamais été aussi perturbée par la houle. Mon cerveau buguait complètement, la tête retournée, pas dormi du tout. Sans la grand voile, on a vraiment subi la houle. Et je crois que la fatigue commençait à avoir raison de moi. Jour 6. On a besoin d'avancer, mais le vent est retombé. Avec juste le génois, on n'avance plus. On décide d'envoyer le SPI. C'est loin d'être parfait, mais au moins, ça progresse. Ok, on y est. On repart à plus de 6 nœuds. Il fait une chaleur de dingue. Pour la première fois, j'accompagne Mathilde et sors le maillot. Premier bronzage que j'ai regretté les jours suivants. Je me suis complètement cramée. Sans frigo et après 5 jours en mer, certains aliments commençaient à avoir une drôle de tête. C'est parti pour ces bouillantards. Encore une magnifique journée. En train de se dire que c'était une journée plutôt chambée, qui pour l'instant tout s'est passé très très bien. Et on a bien kiffé, on a bronzé, on s'est reposé. Pas de grain de sable comme dirait Lisa. On calculait aussi qu'il nous restait 230 000, on a dit. Et si on garde notre moyenne de 6 nœuds, potentiellement, dans 38 heures on y est. Moins de 2 jours. On parlerait d'une arrivée mercredi fin de matinée quoi. On va essayer de garder Jack On va se cette mettre nuit. un petit défi là, c'est de garder le ski pendant la night. Ça va bien se passer. Bah, bien sûr. Sortir un couteau quand même pas loin. Ah, ça serait ouf, hein. Si on fait 6 nœuds toute la nuit, là, comme ça serait... Ah là là. Ces dernières nuits, on s'est enfin mis à grignoter. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Sans doute trop occupé. Dommage, parce que là où il y a de la bouffe, il y a du bonheur normalement. Là, par exemple, j'étale de la compote sur des spéculoos à 4h20 du mat, sur le pont d'un bateau en plein Atlantique, dans le froid, surveillant qu'on ne se fasse pas pulvériser par un cargo de 400 000 tonnes, avec comme seule compagnie la Lune. Eh ben franchement, ça va. On avance hyper vite. On va arriver 8 fois plus vite que ce qu'on pensait, je pense. Le SPI porte ouf. On y est depuis ce matin au SPI. On pensait arriver mercredi dans la journée. Et moi, on arrive mardi dans la nuit. Ça va très très vite. Très très vite. Jusqu'à 180 000 de Fuerte. 180 000. Après 1500. Enfin, comme d'habitude, j'avais parlé trop vite. J'avais oublié où on était. À peine 20 minutes après cette vidéo, gros coup de vent. Le bateau part au lof, file droit face au vent. Il accélère, le SPI gonflé à bloc. Le pilote auto n'arrive pas à redresser. Je n'ai pas le temps de lui arracher la barre, et là, deuxième drisse qui lâche. Le SPI part à l'horizontale, à moitié dans l'eau. C'est de la rapidité. Parce qu'il y a eu le départ au lof. Paf. J'ai senti que ça allait péter. Le mousquet est toujours là. Il est toujours bloqué là-haut. Donc, Inch'Allah, quand je vais monter, elle n'est pas passée dans le mât. Et droit, c'est reparti. J'ai le mât qui s'est reparti. Hein. Chier, on va être plus long que prévu.
on venait de perdre une deuxième voile. Jour 7, plus que 150 000 nautiques jusqu'aux Canaries. Mais sans grand voile ni spi, ça allait être long. C'était décidé, Mathilde monterait en haut du mât pour récupérer la drisse de spi. Un petit coup de motivation et c'est parti. Vous partez faire quoi, madame? Là-haut. Là-haut? Quand Mathilde sera en haut du mât, elle sera à 13 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, l'équivalent du 4e étage d'un immeuble. Allez, hein. Ouais. Bordel de merde! Ouais! Dessus. C'est flippant sa mère. Retour d'expérience. Je sais pas si je recommande. Mais c'est stylé, c'est impressionnant, ça fait flipper. Je pense que c'est peut-être un des trucs qui m'avait le plus flippé dans ma vie. Vraiment la peur qui te fait trembler les genoux là. J'aimerais savoir pourquoi tu as eu besoin de monter là-haut. En fait, c'est pas la drisse qui a cassé, et c'est la petite manie qui tient. Donc cette petite manie, elle est accrochée, la drisse est accrochée dessus, et ça, on l'accroche au spi. Et en fait, bah, c'est ça qui a pété. Mais du coup, c'est bon pour nous, parce qu'en fait, la drisse là-haut, elle passe dans le mât, mais là, après là-haut, elle sort, elle passe dans une poulie. Ce qui fait que comme ça a pété et qu'il restait ce petit bout de métal, la drisse, elle est restée bloquée dans la poulie. Elle n'est pas passée à l'intérieur du mât et perdue dans le mât, comme la drisse de GV, où là, c'est vraiment très très chiant. On se dit, purée, il y a vraiment juste à monter, à prendre et à redescendre. Facile, vraiment facile. On demande quand même conseil à notre référent technique, notre équipe à terre, pour dire est-ce que ça vaut la peine. Évidemment, on nous dit non. Les filles, vous pouvez finir au génois ou au moteur. Ce qui veut dire à 3,5 nœuds. Hein. Nous, dans notre tête, on filait à 6 nœuds, on était là, incroyable, on y est demain.
dernière nuit, machin truc. Donc psychologiquement c'était impossible. Et puis arriver au moteur, non, on n'a pas fait tout ça pour arriver comme des gros Allemands au moteur. Bref, et voilà, on est descendu, on a réparé, on a renvoyé le spi et puis là, bah voilà. Ah, puis un bon vieux nœud de chaise, hein. Et on réavance à 6 nœuds. Ah, mais c'est collé. Ah putain, c'est séché, c'est vraiment une chips. En retrouvant une vitesse de plus de 6 nœuds, arriver demain redevenait possible. Ce qui voulait dire qu'on vivait notre avant-dernière journée. Demain, après 8 jours en mer, on reverrait la Terre. C'était donc le moment d'en profiter un maximum. On dit it's burn. Mais non, ça va être très bien. Oh putain, je me suis craché dessus. Non mais c'est hyper. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Wouh, c'est bouillante. De toute façon, le truc sérieux, c'est est-ce qu'il y a des couteaux et tout? Ouais, il est grave. Il est hyper drôle, monsieur. On va me prendre du ketchup avec ça. Ouais. Mais on crie pas victoire, arrête avec la peau de l'ours là. Oh, Peau de l'ours, merde. Et voilà, après 1h30 du riz blanc et un petit steak végétal cramé, c'est ce qu'on appelle de la bouffe de qualité. Et voilà. Et comme dernier repas, eh ben c'est pas terrible. On a dû faire de la semoule et du thon comme tous les soirs. Dernier coucher de soleil. Dernière nuit, très calme. Et comme on savait que ce serait la dernière, pas désagréable. C'est reparti pour slalomer entre les bateaux. Là, il y a 2000 de nous en diagonale, il sera 1000 quand on sera 90 de lui. On s'ennuie pas. Quand il y a des bateaux, on s'ennuie pas. C'est l'avantage. Le vent est complètement retombé. On a dû affaler le spi et faire un peu de moteur. Au réveil, on verrait les îles Canaries. 8e et dernier jour. Glacis comme on n'a jamais vu. Waouh, et on n'a jamais eu ça encore. Hein. Forcément. Ah, qu'as-tu vu? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah. Ok, on vient de finir ce qui semble être la dernière nuit, même si on avance tellement pas vite que... T'as choisi où est-ce qu'on s'arrêtait pour le premier coup? ouais, on va... Redis-le. La Marina Rubicon. Ok. Là, on est face à un truc qu'on n'a jamais eu. Moi, j'appelle ça une mer d'huile. Il m'est difficile de décrire cette sensation, celle de découvrir un nouveau paysage à chaque réveil. Et après 8 jours en mer, enfin, les îles Canaries. Donc Lanzarote qui est d'abord là et en dessous après il y a Fuerte. Et elles nous ont offert un accueil grandiose. Meuf, ça y est là. On arrive, genre les dauphins nous accueillent, mais...
partir de Pornichet, en France, et arriver aux îles Canaries, sans avion ni voiture, sans traversée de frontières, juste porté par le vent et l'océan. Une liberté absolue. Posé à l'avant, on mate les dauphins. On regarde le spectacle, on est en première loge. C'est un truc de fou. Tous les pieds ils sont. Merci Mère Nature. On est à 26 000 ports de Lanzarote où on veut arriver. Il fait beau, mais un truc. Il n'y a pas un nuage, il fait une chaleur folle alors que normalement il faut attendre je sais pas quelle heure là pour qu'il fasse chaud. Donc là pour l'instant c'est moteur, on avance à 4 nœuds 5. Donc arrivé ce soir au port vers 18 h. Donc voilà, on va chiller pendant ce temps là et c'est pas plus mal hein. Les vacances. Y'a quelqu'un? Ah! Ah! Elle est hyper chaude l'eau! Elle est bouillante! Oh mon dieu, c'est effrayant quand tu vois le bateau s'éloigner! Il y a des requins ou pas? Oh mon dieu, elle est bonne! Regarde-moi parce que la photo est vraiment stylée là. Regarde ma petite... La petite poisse. Putain, elle est dans l'eau alors que tu peux pas laver, genre depuis 8 jours et cette nuit. Oh la vache. Je vais te faire pipi, attends. Putain, mais la couleur de l'eau, c'est insolent. Hein. J'ai peur d'avoir un choc thermique. Ah ouais, putain, elle est bouillante. Ok. Oh là là. Non mais je peux pas y aller hein. Ah non, non, c'est trop profond. Allez Adam, c'est à vous. Elle est hyper bonne. Elle est hyper bonne, on oublie instantanément qu'on est dedans. Oh la vache, c'est hyper fort. Oh, qu'est-ce que c'est bien d'avoir de l'eau partout sur soi là. Oh là là. Oh là là. Ah le kiff. Ah le kiff. Ah jolie vie. Je vivais mes dernières heures sur ce bateau. Dans 3 jours, Mathilde resterait à Fuerteventura pour commencer sa nouvelle vie. Moi, je repartirai en France et j'affronterai ce qu'est la vie après ce genre d'expérience. Passer de cet océan immense à un quotidien plus étroit, moins coloré, moins vibrant. Et je répondrai à ça en me mettant en quête de nouveaux périples. Car aujourd'hui, bien consciente d'être accro aux émotions vives et pures qu'offre l'expédition en pleine nature. J'étais tranquillement en train de me reposer, allongée là, la cantange. Clara! Je me dis, y a un truc de fou. J'ai envie d'aller à Fuerte. Voilà. Tout de suite. Maintenant. Ouais. Maintenant. Là, il y a la marina. Là, il y a le Lanzarote dans 1 heure, le port. Et là, il y a Fuerte dans 2 heures. Ah, c'est comme ça toutes les 2 minutes. On va arriver proche de Fuerte, on va dire ah, quand même, Lanzarote. Elle hésite depuis ce matin. Donc là, ça y est, elle a décidé Fuerte. De toute façon, Fuerte, c'est la destination prévue depuis le début. C'est parti. Bah, salut, hein. J'ai l'impression que le vent monte de plus en plus. Hein. Allez, c'est parti. Putain, faut ressortir le spi en fait. Elle vient de le ranger. Bon, moi, je vais m'allonger. Parce que rien que d'en parler, ça me fatigue. Je te laisse débattre avec toi-même. En train de me coucher. Terminer mon sport. Ouais, vas-y, qu'elle déroule des voiles. Ça s'arrête jamais là. On accélère.
Putain, on est à ciné là. prendre la drogue. Laurence, ta fille prend de la drogue. J'ai pas trouvé quoi encore. Pour sûr c'est le Ah non, si je sais. Elle a fini sa boîte de Mercalm hier et je pense qu'elle a temporisé un peu et là ça y est, c'est remonté. Ça fait peur quoi. J'en ai pas sur moi en plus, je peux pas lui filer une dose. Regardez comment elle est en transe. T'as peur de mettre pied à terre ou quoi? Ouais. Ah putain, elle va nous faire des ping-pong entre les deux îles. Non là. On est pas mal orienté aussi, c'est vrai. Hein. C'est tout droit là. C'est devant là. Tout droit, c'est devant. Eh vas-y, on se fait 1 heure de spi là. Chut, comme des oufs. Allez, c'est parti. Ouais, t'as vu ça? Bien joué avec le motif là. Vamos a Fuerteventura! Mathilde a eu raison de nous pousser à renvoyer le SPI. 45 minutes plus tard, on déboulait pleine balle devant le port de Corralejo. Parti de Pornichet le 4 septembre, il y a 15 jours. Les Canaries, juste nous deux. Notre première grande traversée en équipage réduit, et on y est. Putain de merde, on est arrivé. D'abord, tu vas nous parler de tes émotions. Là, c'est beaucoup d'émotions. Je sens que j'avais un level d'excitation énorme avant d'arriver. Là, c'est en train de retomber. Je ne sais même plus marcher droit, ni penser, ni rien. Franchement, tout à l'heure, j'ai essayé de monter dans le bateau. Ça m'a pris 10 minutes pour trouver le haut-banc. Là, c'est complètement en Y le cerveau. Mais là, en fait, je pense que personne ne réalise le délire du truc. C'est que là, on est arrivé direct à Fuerte. C'était un peu mon rêve. Ils nous ont laissé rentrer dans le port. Disons le truc impossible, personne ne rentre dans ce port. Bon, ils nous ont laissé. En même temps, j'ai prié toutes les nuits, je vous promets, chaque étoile filante, et j'en ai vu beaucoup. Chaque étoile filante, j'ai répété la même phrase. Est-ce que vous voulez connaître cette phrase? Tout à fait, c'est parti. C'était: faites qu'on arrive en toute sécurité, sans rien casser, ni abîmer, avec Ratafia et Clara, qu'on ait une bonne météo et qu'on nous ouvre les portes de Corralejo. J'ai répété cette phrase, je sais pas combien de fois. Et franchement, excusez-moi, mais la manifestation, je suis désolée, ça marche. Jusqu'ici. À la base, j'étais venue pour aider Mathilde à réaliser son rêve, vivre une expérience un peu flippante et enfin avoir de la belle matière
pour un vrai montage. Mais cette traversée m'a apporté bien plus. Depuis des années, je vogue de passion en passion, sans jamais être vraiment convaincue. J'ai besoin d'une quête, d'un fil rouge. J'ai besoin que tout ça ait du sens. À quoi ça sert? Et moi, qu'est-ce que je peux apporter? Je n'ai pas les réponses. Mais je sais une chose. Ces expériences-là, intenses, brutes, qui t'éjectent loin de ta zone de confort, elles aident à y voir plus clair. Dans l'inconfort, la pensée se décante. L'essentiel se révèle. Pas de révélation soudaine pendant cette croisière, mais un déclic, des choses qui bougent. C'est pour ça que j'ai appelé ce documentaire Ikigai. Iki signifie vie, gai qui vaut la peine. Un concept venu des îles d'Okinawa. L'ikigai est perçu comme la raison de se lever le matin. Dans ma quête de sens, ce mot m'accompagne. Il fallait que cette première expédition qui m'en rapproche porte son nom. Et ce n'est que le début. J'ai prévu d'enchaîner les expéditions, les aventures, les périples, accro aux sensations fortes, aux émotions brutes, parce qu'elles me transforment. Alors, à quoi ça sert? Peut-être à ça. Créer, partager, transmettre, faire bouger les lignes. C'est décidé, je vais vous embarquer dans toutes mes aventures, vous faire ressentir tellement de choses que vous n'aurez plus envie de rester en place. Moi, c'est Clara, et j'ai bien l'intention de devenir votre expéditrice de référence. Et devinez quoi, tout est déjà en marche. Alors, tu restes dans l'aventure ?